Bonjour à tous et toutes. Du coup, merci beaucoup Sophie pour ces explications et merci à vous tous d'assister à ce débat du confinement autour de la thématique des violences policières. Donc moi, je m'appelle Salam Abara, je suis une des adhérentes de Place Publique, je suis également médecin et aujourd'hui, on parle des violences policières. Pourquoi? Parce que la crise du Covid a un peu mis en exergue les inégalités sociales et avec l'état d'urgence sanitaire, comme vous le savez, il y a eu des mesures coercitives et on a vu ça notamment avec une augmentation des violences, principalement contre les jeunes racisés dans les banlieues. L'exemple que la plupart d'entre vous ont sans doute entendu, c'est celui à Villeneuve-la-Garenne, le 18 avril, quand un jeune en fait a eu une fracture ouverte de la jambe en ayant été renversé parce qu'un policier aurait ouvert la portière de son véhicule. Et dès le lendemain, en fait, il y a eu les syndicats policiers qui ont pris la parole, qui ont essayé de relativiser l'acte et ensuite même de criminaliser la victime alors qu'elle était hospitalisée. Et les premiers dépôts de plainte ont été faits contre la victime. Donc cette méthode, elle n'est pas rare et il y a beaucoup de gens qui ont même perdu leur vie du fait de ces violences policières, comme Madame Traoré par exemple. Et ces violences, elles existent depuis très très longtemps, mais on commence de plus en plus à en parler, notamment puisque maintenant, en fait, à leur tour, les gilets jaunes, les militants écologistes, le personnel soignant ont été victimes de ces violences. Il y a plusieurs dizaines de gilets jaunes qui ont été éborgnés. Il y a quelques gilets jaunes qui ont eu la main arrachée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Et avant de présenter nos intervenants, on va vous diffuser deux vidéos témoignages. La première, c'est celle d'une manifestante gilet jaune qui a perdu l'usage de son œil. Et la deuxième, c'est celle du père de Cédric Chouviat, qui est mort le 3 janvier 2020 à la suite d'un plaquage ventral. Ah, on n'entend rien. On s'est donné la main, tous les quatre. On est resté sur le trottoir, on a fait demi-tour et on a marché à peu près 2 minutes. Et là, j'ai été impactée par un tir de flashball en plein visage. Je voudrais qu'il se rende compte que son tir a détruit ma vie, qu'il a détruit mon visage, qu'à cause de lui, je ne vois plus, et qu'il se rende compte que son tir a coûté beaucoup et pas qu'à moi. Je veux dire, ma meilleure amie m'a cru morte sur le trottoir. Elle est traumatisée à vie. Vous imaginez que ma mère a pensé qu'on allait m'enterrer? Elle est traumatisée à vie. Donc, je voudrais que ce policier comprenne que son choix et son acte a eu un impact énorme. Que ce n'est pas juste un tir sur un petit gilet jaune. Là, ça va, mais quand je me suis vue la première fois dans le miroir, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas devenir? J'avais le visage complètement déformé, qui ressemble à rien, et je me suis dit, comment tu vas vivre comme ça? Je pensais pas qu'on pourrait me réparer correctement, mais ça a été atroce. J'ai passé une semaine à me demander s'il fallait pas que je disparaisse, ni quelle vie j'aurais, quoi. Et humainement, je n'ai rien fait. Je n'ai pas insulté de policier, j'ai juste marché dans la rue pour manifester. Donc, c'était trop. Mais on est des citoyens français, on est des êtres humains. On paye nos impôts, je me fais fracasser en impôts pour qu'on vienne. C'est pas un voyou, c'est pas un tireur qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Quoi ça sert? Aujourd'hui, je dis non, je ne paie plus d'impôts, je ne paie plus rien. Je deviens une racaille, une canaille. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça ne vit plus. C'est vrai, il y a une personne à l'hôpital, sur le chevet de mon fils, il y avait plus de 150 personnes pendant 48 heures, en temps 9 heures. C'est un mec qui était détesté, personne ne l'aimait, c'est sûr. Il y a quand même 150 personnes, et ça allait du gosse qui courait dans le couloir à des gens de 90 ans. Ils sont venus de Marseille pour le voir, pour pouvoir lui parler de son vivant. Alors je vous le dis, vous avez une famille révoltée. Pas de couper ton micro. Voilà. Je n'ai pas de haine contre la police nationale, j'ai de la haine contre ces trois individus. Et je vous jure, je vais la regarder dans le blanc des yeux et je vais vous dire, vous ne dormirez plus de votre vie, vous ne dormirez plus de votre vie. Parce qu'il va falloir que vous vous disiez, il y a 5 gosses qui sont en train de réclamer leur père. Même celui de 21 ans, qui pleure tous les jours. Et vous voyez le mastodon, ben voilà, corde sensible. Là, ils perdent tous leur moitié, là. Maman, ne te fâche pas avec papy, c'est mon dernier rempart. Il y avait un gosse de 14 ans qui dit, s'il te plaît, il
ne faut pas se fâcher avec papy, c'est mon dernier rempart. Je n'ai pas le droit de mourir. En paix. Aujourd'hui, c'est lourd et pesant. On n'est pas fait pour ça. Je me répète, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour enterrer ses enfants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, moi, je vous le dis, je vais le dire après, je suis le père de Cédric Chouviat, Christian Chouviat. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. Je n'ai plus confiance en personne. Plus confiance à la police, plus confiance à personne. J'ai confiance en mes avocats. Voilà. Je n'en porte toute ma confiance. J'ai signé un document en leur disant, je leur donne toute autorité à tout faire les démarches, à tout niveau. Ils ont tout le pouvoir. Voilà. Et je suis le représentant de la famille. Donc, je suis également le plus vieux de la famille. Et c'est moi qui décide, avec ma belle-fille, sa femme, et on a décidé, on va en guerre. Je vais en guerre, je vais en guerre. Je le redis, Monsieur Macron, je vais en guerre. Contre vous, contre votre État. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Thomas, je suis référent place publique et je vais co-animer l'événement ce soir avec Salam. Donc, on va démarrer par une présentation des intervenantes et de l'intervenant de ce soir. Donc, déjà, un grand merci à vous trois d'être présents avec nous pour ce débat du confinement. Donc, Anne-Sophie Saint-Père, vous êtes chargée de plaidoyer chez Amnesty International qui lutte pour les droits humains. Fatima Wassak, vous êtes politologue et porte-parole du Front de Mer, qui est un syndicat de parents dans les quartiers populaires. Et vous êtes fondatrice du réseau Classe, Genre, Race, qui travaille contre les discriminations des femmes issues de l'immigration postcoloniale. Et enfin, Henri Leclerc, vous êtes avocat et vous êtes président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Avant de vous laisser la parole, on voulait faire un petit appel aux personnes qui sont là avec nous ce soir et leur poser une première question pour ouvrir un petit tour de parole, pour nous dire si certaines et certains d'entre vous ont vu dans l'actualité ou ont vécu un événement qui a fait prendre conscience d'un aspect des violences policières. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole. Alors je crois qu'il y a Benjamin qui veut prendre la parole et qui est au téléphone. Donc Sophie, est-ce que tu peux ouvrir les deux téléphones? Je ne sais pas lequel est à Benjamin. Ouais, j'essaye de faire ça. Et juste, Thomas, tant que j'ai le micro ouvert, te dire qu'apparemment, il y a un petit bug sur le Facebook Live. Et que, donc, je ne sais pas si tu peux… Je ne peux rien faire, mais c'est pas grave. Donc, le numéro de Benjamin, c'est celui qui finit par 70, tout en bas. Ouais. Attends, ça bug. C'est bon. Hop. Benjamin, si tu veux. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, c'est pas un témoignage à titre personnel, mais c'est plutôt un sentiment fort d'inégalité. C'est-à-dire que j'ai jamais été contrôlé de ma vie. Ne serait-ce qu'avant même de parler de la question peut-être des violences, ça passe aussi par les questions des contrôles de police. Moi, la première fois que j'étais contrôlé de ma vie, c'était il y a 2 semaines pour me demander mon attestation de sortie. Et j'ai constaté beaucoup trop régulièrement que des amis à moi d'origine maghrébine, voilà, ça arrivait assez régulièrement, qu'ils se trouvaient dans des situations où ils arrivaient en retard à des réunions, etc. Parce que sur le chemin pour y aller, dans le métro, ils se faisaient contrôler, et ça m'a souvent beaucoup choqué de me dire que j'ai 37 ans, je ne me suis jamais fait contrôler de ma vie, alors qu'il y avait des gens qui avaient une vingtaine d'années qui s'étaient fait contrôler plein de fois, et que statistiquement, ça n'a aucun sens, que moi je l'ai jamais été, mais eux, beaucoup plus de fois que moi. Voilà. Merci Benjamin. Je crois qu'on a Béatrice et Françoise qui voulaient intervenir. Béatrice, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Ok. Bonsoir. Vous m'entendez?
Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oh, vous m'entendez? Oui, on Ouais. t'entend. Bonsoir. Oui, moi, j'ai juste un témoignage. Alors, mon expérience, moi, ça a été la manif du climat en septembre l'année dernière, où on a été nassé et où moi, j'ai eu beaucoup de mal à sortir et je faisais même un début de crise d'angoisse. Et c'est grâce à quelqu'un de très grand qui a pu, avec les flics, enfin voilà, je suis tombée sur un flic qui a été compréhensif, mais j'en ai fait plusieurs avant. Et ensuite, personnellement, je connais un gardien de la paix et je suis quand même choquée que dans certains commissariats, et ils le disent hein, eux-mêmes, ceux qui sont interpellés, on peut les passer à tabac. Voilà, pour leur montrer qui a le pouvoir et que ça ne se fait pas. Et voilà, si tu recommences la prochaine fois, c'est ça qui t'attend. Donc, bon, moi, je les écoute. J'entends aussi, ils ont beaucoup de difficultés, les flics. Mais je me dis que on peut pas continuer comme ça parce que voilà, c'est l'escalade. Et ça se passe tous les jours. Et la hiérarchie au niveau de la police est au courant. La hiérarchie ne fait rien. On les encourage. Merci Béatrice. Il y a Françoise, maintenant, tu voulais faire une intervention. Voilà. Les policiers ont harcèlement moral. Voilà. Merci. Françoise, pardon, je te laisse la main. Alors, bonsoir, ce n'est pas un témoignage à titre personnel, mais c'est plutôt un regard dans le rétroviseur. Nous rappelons-nous, il y a 2 ans, des jeunes qui avaient été mis à genoux par des policiers et filmés. Une ancienne candidate au présidentiel avait dit « ça leur fera de bons souvenirs ». Et récemment, un juge d'instruction ouvre une instruction pour torture. Donc, on voit qu'un même événement peut être observé de différentes façons par des personnes en responsabilité et tout ça fait bien sûr bien réfléchir. Merci. Il y a Mathilde et après JM et après on passera à la première question pour les intervenants. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce 50e jour de déconfinement, je crois. Alors moi, pendant le confinement, je n'ai pas découvert les violences policières, mais du coup, vu qu'on a la parole en introduction de ce débat, et je trouve ça plutôt chouette, j'aimerais du coup expliciter ce que j'attends de nos intervenants ce soir. En 2012, je faisais la campagne d'un candidat qui s'appelle François Hollande et à une réunion avec François Rebsamen sur la question justement de la sécurité et du rôle de la police, j'avais posé la question des violences policières et notamment des contrôles d'identité, en proposant ce qui était une des mesures phares à l'époque, c'est-à-dire l'attestation de contrôle d'identité. Et en fait, François Rebsamen m'avait répondu dans une salle bondée de policiers que non, il fallait pas fallait pas montrer que la gauche pouvait être sous une certaine forme laxiste à l'égard des policiers. Depuis, on a eu un mandat de la gauche au pouvoir et puis maintenant une recrudescence d'une forme extrêmement autoritaire du pouvoir. Et en fait, ce que j'ai vu ces dernières années, et notamment là pendant le confinement ou autre, mais il y a également plein de films et d'associations et de porteurs de parole qui ont permis de mettre en lumière ça, c'est effectivement le fait qu'il y a une recrudescence des actes qui demeurent impunis. Le fait aussi qu'on observe notamment par le film Les Misérables et autres, mais qu'il y a un changement aussi alors pas un changement de rapport de force, mais que la question des images et des vidéos et de la prise en film de tous ces actes permet quand même de dénoncer, et on l'a vu récemment notamment à l'île Saint-Denis. Et ma question, et donc je trouve qu'il y a une réaction forte de la société civile et des citoyens sur ces questions, en tout cas qui est plus rapide qu'avant. Mais en fait, je me demande pourquoi on n'a toujours pas réglé cette question-là et pourquoi la gauche n'arrive pas à s'unir pour proposer des mesures concrètes
sur la question des LBD, sur la question voilà, des armes, etc., mais pas que, sur l'encadrement des pratiques policières et la formation des policiers. Merci Mathilde. On va prendre juste JM. Tu peux faire une intervention assez courte et comme ça on peut passer aux questions aux intervenants. Oui, c'était une expérience il y a 10 ans à peu près. Alors c'est évidemment extrêmement mineur que le cas, c'est pas une violence. Enfin, je vais expliquer. Je poussais une voiture parce qu'elle était tombée en panne au milieu d'un rond-point, ce qui n'est pas le meilleur endroit. Je me fais doubler par un véhicule qui me klaxonne, je le regarde, je m'aperçois que c'est un véhicule de police. Bon. Et puis au bout de 2 minutes plus tard, je vois qu'il est en marche arrière sur la route. Et mon réflexe à ce moment-là était de me dire « Ah, c'est sympa quand même ». Ils font marche arrière, ils ont vu que j'étais en galère à pousser ma voiture, ils viennent me filer un coup de main ou me demander ce qui se passe. Et en fait, pas du tout. Ils sont venus me dire que je leur avais fait un doigt d'honneur et que c'était un outrage et qu'il fallait que j'assume et que je justifie, etc. Et donc là, face à 4 policiers qui sont descendus du véhicule, j'ai dû passer peut-être, je sais pas, 10 minutes. Le temps m'a paru très long, mais ça c'était peut-être pendant 5 minutes. Moi, j'ai l'impression que c'était une demi-heure. À devoir réfuter, dire que non, pas fait doigt d'honneur, etc. Face à les policiers qui étaient dans une logique de la provocation. Ils cherchaient en fait à me titiller ou à me faire tomber dans des petits pièges rhétoriques du type « Alors vous dites que nous mentons, vous savez que c'est grave de dire qu'un policier ment ?» Je dis « Non, je ne dis pas que vous mentez. » Bref, et j'ai réalisé à ce moment-là tout le travail qu'il faut de prendre sur soi, de ne pas s'énerver, de rester très calme, de ne pas tomber dans les pièges rhétoriques, que c'est épuisant et que les 4 policiers ont pu le faire pendant un certain temps, puis au final se sont barrés sans même m'aider, sans même me demander ce qui m'arrivait, et ainsi de suite. Et qu'évidemment, c'est extrêmement mineur, hein, c'est absolument pas comparable au témoignage qu'on a donné, mais ça m'a donné l'idée que pour ceux qui vivent ça de façon régulière, c'est une énergie terrible d'être en situation humiliante, parce que normalement dans la vie, quand quelqu'un vous parle mal ou vous provoque, on peut lui dire « mais écoute, va te faire voir, quoi. Allez, dégage, connard, j'ai rien à foutre. » Là, évidemment, on peut pas. Parce que si on fait le moindre écart, alors que depuis tout à l'heure, ils cherchent la provoque, si on fait le moindre écart, bam, on va se prendre un outrage, au moins une amende, aujourd'hui peut-être une garde à vue, voilà. Et donc quand je pense à la situation qui a été donnée des personnes qui se font contrôler très souvent, c'est absolument épuisant et c'est impossible de ne pas réagir. C'est impossible de ne pas avoir des moments de réaction, et après ces moments de réaction qui sont tellement humains, sont utilisés pour décrédibiliser la victime en disant « ben oui, il a dit du con au policier », sous-entendu, il méritait ensuite ce qui lui est arrivé. Et donc voilà, c'est ce petit épisode où ça a basculé, moi, entre une réaction initiale de dire « ah, ils sont sympas, ils viennent m'aider », à un épisode où j'ai dû vraiment prendre sur moi pour rester calme, poli, posé. Et ça ne m'est arrivé qu'une fois. J'imagine que celui à qui ça arrive régulièrement, je ne sais pas, je pense que c'est impossible. En tout cas, c'est une tension psychologique énorme. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages. Du coup, on enchaîne en donnant la parole aux intervenants. Peut-être qu'on pourrait commencer par reprendre un peu le cadre juridique des violences policières, le cadre légal. Qu'est-ce qu'on appelle les violences policières? Quand est-ce que l'usage de la force est légal ou non? Et du coup, peut-être à Anne-Sophie Saint-Père, si vous voulez bien commencer sur cette thématique. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc sur l'usage de la force. Alors effectivement, les forces de l'ordre, police, gendarmes, ont le droit d'utiliser la force dans certains cas, mais dans des cas strictement encadrés. Il faut que ce soit dans un cadre légal, donc défini, prévu par la loi, avec un objectif légitime. Par exemple, une sanction n'est pas un objectif légitime. Sanctionner un acte passé n'est pas légitime. Si une personne a commis une infraction, ça doit être sanctionné dans le cadre approprié, administratif ou judiciaire, selon la situation, avec l'accès à un procès équitable. Donc la revanche n'est pas non plus un objectif légitime. Par ailleurs, il faut que ce soit absolument nécessaire, c'est-à-dire que normalement les forces de l'ordre doivent avoir tenté de mettre en œuvre d'autres moyens que le recours à la force pour obtenir l'objectif donc légitime visé, sauf si c'est évidemment absolument impossible, hein, mais il peut y avoir d'autres moyens, la négociation, la communication. On pense notamment dans certains cas de manifestations où il y a des jets de lacrymogènes assez abondants avant même qu'il y ait une communication très claire sur ce qu'attendent les forces de l'ordre. Donc, il faut que ce soit strictement nécessaire, il faut que ce soit le plus
faible niveau de force par rapport à l'objectif qui est attendu. Donc ça, ce sont les conditions en droit international. Hein. Je vous présente les principes directeurs des Nations Unies sur l'usage de la force par les agents de la force publique. Et puis, il faut que ce soit proportionné, c'est-à-dire que les policiers ont l'obligation d'évaluer les risques entraînés par l'usage de cette force par rapport aux avantages opérationnels. Donc, par exemple, si prendre le risque de tuer une personne parce qu'elle risque de s'échapper, c'est tout à fait disproportionné. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux s'abstenir et le policier est même obligé de ne pas prendre cette mesure. Voilà, c'est les 3 conditions en droit international. Ça a été retranscrit en droit français dans le Code de la sécurité intérieure, dans le Code de déontologie de la police nationale, de la gendarmerie nationale. Dans les faits, c'est effectivement très peu respecté. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais rebondir par rapport à ce qui a été dit, mais Amnesty International, on travaille sur les polices et les droits humains, pas qu'en France, hein, dans plein de pays, sur plein de contextes, que ce soit des interpellations, des manifestations, et il s'avère que les cas d'usage illégal de la force se multiplient et effectivement s'aggravent ces dernières années, que les victimes ont du mal à faire reconnaître leur statut de victime et ont du mal à accéder à la justice. Merci beaucoup. Du coup, Henri Leclerc, ces violences policières, en plus du cadre légal, donc vous êtes avocat, si vous avez quelques points à rajouter éventuellement, en plus, est-ce qu'il y a déjà des armes ou des techniques qui ont déjà été mises en avant comme dangereuses, voire illégales dans d'autres pays et qui sont appliquées en France, et qui touchent les violences policières? Bien sûr, mais d'abord, je voudrais dire que les violences policières, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a 65 ans que je suis avocat et militant. Et je ne vais pas tout énumérer parce que là, j'en aurai pour je ne sais pas combien de temps. Mais enfin, je rappelle quand même le massacre des Algériens qui manifestaient à Paris le 17 octobre 1961, le massacre de Charonne, où 9 militants qui manifestaient pacifiquement ont été massacrés dans un couloir dans un escalier de métro à Charonne. Je ne parlerai pas de mai 68, mais pour prendre les 2 exemples qui étaient donnés tout à l'heure dans les petites illustrations, je rappelle par exemple qu'en 72 ou 73, Richard Desey, qui était un manifestant, a été rendu aveugle par un tir de grenade lacrymogène, que moi j'ai défendu Agimi. Agimi était un garçon qui, à Grasse, a été tué par les techniques ventrales dont on parlait tout à l'heure. Alors, en ce qui le concerne, lui, on a réussi à faire condamner les policiers après 10 ans de bataille juridique. C'est donc très difficile. Il y a bien entendu beaucoup d'autres cas. Alors, qu'est-ce que c'est que la violence policière? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les violences illégitimes. Il est évident que l'État possède la force, qu'il est chargé de faire régner l'ordre public, c'est notre société, c'est ainsi. Mais cette force doit être proportionnée, elle doit être absolument nécessaire et en aucun cas devenir illégitime. Je pense en particulier que les techniques d'immobilisation ventrale sont absolument scandaleuses. Alors, pour le reste, est-ce qu'il y a actuellement une recrudescence? Je vous rappelle quand même des dates très... Rappelez-vous, en 2005, des manifestations dans les banlieues, à la suite de la mort de ces garçons dans un transformateur électrique. Il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons récemment des violences policières. Il y a deux cas. Bon, ce qui est illégitime, c'est bien entendu la pratique d'un certain nombre de gestes qui sont interdits. En ce qui nous concerne, nous n'arrêtons pas de demander, par exemple, l'interdiction des lanceurs de balles de défense que nous ne réussissons pas à obtenir en France, qui sont interdits dans un certain nombre de pays étrangers et qui ont abouti effectivement à un certain nombre de drames. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a la répression des manifestations, des grandes manifestations où il y a des violences. Là, je rappelle que je crois que le gouvernement et le ministère de l'Intérieur nous disent, écoutez, peut-être qu'il y a des violences de policiers, mais ça, nous les réprouvons, nous allons les sanctionner. Vous ne pouvez pas parler de violences policières. Si,
Parce que les violences policières, ce sont celles que l'État accepte et qui sont illégitimes. Quand elles sont illégitimes, elles proviennent souvent d'ailleurs du commandement, de la façon dont on utilise les forces de l'ordre, de la façon dont on les utilise pour faire peur plutôt que pour être efficace. Ça, c'est tout ce que nous avons connu au moment des Gilets jaunes, ce que nous avons connu au moment des manifestations pour la loi travail ou plus récemment pour la loi sur les retraites. Là, c'est vrai que c'est une utilisation de la force très mauvaise et qui aboutit à des drames. Et ça, c'est un problème de hiérarchie, de commandement. Les violences policières sont d'abord un problème politique. Il y a ensuite des faits comme celui qui vient de se passer à Villeneuve-la-Garenne, c'est-à-dire l'interprétation Je crois qu'on vous a un peu perdu, Henri Leclerc. Ouais. Par exemple, dans l'affaire de Villeneuve-la-Garenne, moi, je n'ai aucune preuve que ces policiers aient volontaire. Effectivement, toutes les violences, tous les faits que l'on raconte sur les contrôles aux faciès, c'est-à-dire ces contrôles d'identité sans cesse renouvelés concernant les mêmes personnes qui sont indignes, etc. Là, les violences policières doivent absolument être condamnées, mais c'est un problème politique. Ce n'est pas, je dis que chaque fois que cela se résume à la mise en cause de policiers, bien entendu, moi j'en ai fait condamner quelques-uns quand même, comme dans l'affaire Agimi. J'en ai fait condamner des policiers. Mais en même temps, je dis qu'on ne faut pas se résumer à une faute individuelle. Ce qui est important, c'est la faute politique. C'est-à-dire, premièrement, l'utilisation de la force dans la répression des manifestations et deuxièmement, le soutien constant à des violences qui ont pu avoir lieu dans une arrestation. Il ne suffit pas de mettre en cause le policier qui a procédé à cela. Encore faut mettre en cause la hiérarchie qui est responsable de cette situation. Merci beaucoup. Voilà comment je peux résumer. Maintenant, on peut aller plus dans le détail. On va continuer le tour de parole dans un premier temps. Fatima Wassak, est-ce que vous voulez peut-être compléter ce qui a déjà été dit? On a parlé de politique. Est-ce que on peut remettre ces violences policières aussi peut-être dans un fait historique? Est-ce que l'idéologie, la façon de faire des policiers aujourd'hui vient, c'est quelque chose qui est apparu comme ça ou c'est quelque chose qui est ancré historiquement? Vous être en muet, Fatima Wassak. Oui, je vous disais, effectivement, il faut cette mise en perspective historique qui a déjà commencé Maître Leclerc. Alors, sans forcément revenir sur le débat entre violence légitime et illégitime, parce que on pourrait en discuter comme ça jusqu'à demain. Je ne pense pas que ce soit l'entrée vraiment pertinente pour ce qui concerne les violences policières. Moi, je préfère parler je préfère poser la question de savoir à quoi sert la police. Voilà, à quoi sert la police? Alors, on peut se retrouver sur cette idée qu'effectivement, ce n'est pas une question, une responsabilité individuelle, mais il y a bien un problème politique, effectivement, mais il y a aussi un problème, et c'est peut-être la même manière de nommer les choses, il y a un problème structurel, institutionnel, évidemment, effectivement, il ne date pas d'hier, il s'inscrit dans une histoire, notamment, alors je pourrais prendre différents éléments, mais notamment dans l'histoire de la gestion d'une population, la population nord-africaine qui vit en France ou qui vit dans les colonies, mais prenons cette population qui vit en France dans les années 20. Voilà, il y a un service au sein de la préfecture de police qui est dédié au contrôle de cette population, à la répression de cette population, notamment dans ces manifestations politiques, dans ces velléités comme ça d'autonomie, d'indépendance, etc. Donc, il y a un service qui est dédié, c'est les fameuses brigades nord-africaines. Donc, dans les années 20, donc brigades qui ont un fondement, une structure éminemment raciste,
et colonialiste. Et ces brigades exigent, donc dans les années 20, ne sont dissoutes que à la libération en 1945, parce que ces brigades ont collaboré avec les nazis, avec la Gestapo, et c'est pour ça qu'elles sont dissoutes en 1945, et elles reviennent finalement sous une autre forme au sein du ministère de l'Intérieur dans les années 50, en 56 je crois, et ça repart de plus belle dans la gestion. Donc on est en pleine guerre d'Algérie, dans la gestion de cette population nord-africaine. Maître Leclerc, vous parliez des événements du 17 octobre, enfin ce qu'on appelle les événements du 17 octobre 61, à savoir Maurice Papon et son équipe qui balance comme ça à la scène plusieurs dizaines, on parle même de centaines d'Algériens à Paris dans la Seine. Donc voilà, donc effectivement il y a une histoire. Et puis je rappelle aussi, mais ça vous le savez, que la police nationale a été créée telle qu'elle existe. La police nationale a été créée par Pétain en 1941 et que la police nationale à l'époque rendait allégeance non pas à la République mais bien au régime de Vichy. Donc il y a une histoire de la police en France qui s'inscrit dans la gestion, dans une certaine gestion, dans un certain contrôle d'une population, la population issue de l'immigration coloniale et postcoloniale. Donc il y a cette question raciale qui structure véritablement la question des violences policières. Et donc poser la question à quoi sert la police, quelle est la fonction donc du bras armé de l'État, permet en fait d'y voir plus clair sur le fait qu'on a aujourd'hui une douzaine de morts, de personnes tuées par la police, en tout cas mortes dans les mains de la police, sous le poids de la police ou une balle dans la nuque, une douzaine de noirs et arabes souvent, voilà, c'est plutôt des jeunes hommes non blancs vivant dans les quartiers populaires. On ne comprend pas cette surreprésentation, parce que c'est une quasi-totalité de personnes racisées, encore une fois, jeunes hommes qui habitent les quartiers populaires, si on ne met pas en perspective, voilà. Et alors, il y a d'autres éléments, hein, le fait que, mais ça on le sait aussi, plus 60% des policiers votent Front National, Rassemblement National. Bon, voilà, la question raciale, elle est centrale, encore une fois, et on peut l'expliquer historiquement. Pour réagir à ce qu'avait dit un participant tout à l'heure, quand il disait effectivement les violences policières, c'est pas que des morts, c'est pas que des mutilés, etc. Effectivement, moi je suis d'accord avec ça. Les violences policières, c'est aussi, alors évidemment, les contrôles policiers. Donc, Maître Leclerc, effectivement, ce qu'on appelle les contrôles faciès, les contrôles racistes. L'État a été condamné, l'État se condamne lui-même en fait par rapport à ces contrôles policiers, puisque en 2016, il me semble, l'État français a été condamné pour ces contrôles au faciès. Le défenseur des droits lui-même a montré, rapport à l'appui, que la police discriminait dans ces contrôles, opérait des contrôles racistes, puisqu'il a été montré que les jeunes hommes noirs et arabes avaient 20 fois plus de risques d'être contrôlés que les jeunes hommes blancs. Voilà, c'est ce que disait aussi tout à l'heure un participant par rapport à son expérience personnelle. Donc effectivement, ça c'est vrai. Donc évidemment, donc, les violences policières, c'est aussi les contrôles policiers, mais c'est aussi, et ça je tiens à le dire, c'est aussi la simple présence policière. La présence policière, c'est déjà une violence policière lorsqu'on vit dans les quartiers populaires. Moi, je suis une mère de famille, j'ai des enfants, je vis dans un quartier populaire. Le simple fait de rentrer de l'école maternelle avec mes enfants et de croiser des hommes comme ça dans des postures virilistes, armés avec des armes lourdes, des armes de guerre, de les croiser comme ça, voilà, c'est déjà une violence. Alors, pour moi, c'est pas grave, ça peut, je suis adulte, mais c'est pour mes enfants qui s'habituent à cette présence policière. Donc, il faut penser aussi, quand on pense violence policière, même si ce n'est pas d'un point de vue juridique, mais il faut penser qu'une surreprésentation d'effectifs policiers dans les quartiers populaires, c'est une violence policière pour les enfants qui grandissent dans ces quartiers, parce que c'est une manière de dire à ces enfants, vous n'êtes pas ici chez vous, vous ne pouvez pas circuler librement comme vous le voudriez, c'est-à-dire que évidemment que les parents, la mère que je suis, ne va pas tranquillement laisser jouer son adolescent, alors moi j'ai mes enfants, ils sont encore petits, mais son adolescent notamment dehors le soir, la nuit, etc. Donc le laisser circuler librement dans l'espace public. Si je sais qu'il y a une présence policière et si je sais qu'il y a risque de contrôle policier, lorsqu'on sait que beaucoup de ceux qui sont morts dans les mains de la police, alors vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Adama notamment, mais on pourrait parler de Lamine Dieng, enfin, il y a plein d'autres affaires,
qui sont ou l'affaire la plus connue, la plus médiatisée, Ziad Ebouna en 2005 et qui a déclenché les révoltes populaires de 2005. Ces morts, ces personnes sont mortes suite à des contrôles policiers. Donc il y a un risque majeur pour les parents de comme ça laisser leurs enfants. Donc voilà, et c'est la présence policière. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une violence, il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu d'insultes forcément, etc. Mais la simple présence, déjà, c'est une violence. Et alors pour terminer, oui, moi je pense que la police sert à quelque chose. Voilà, aujourd'hui en France, elle sert à quelque chose. Alors pour moi, elle sert à deux choses essentiellement. Elle sert à contrôler la population issue de l'immigration postcoloniale en France, la contrôler, l'empêcher, porter atteinte en tout cas à ses libertés fondamentales, notamment à cette liberté fondamentale qui est la liberté de circuler librement dans la rue. Aujourd'hui, dans les quartiers populaires, nous ne pouvons plus circuler librement dans nos quartiers, notamment nos fils, nos frères ne peuvent plus circuler librement. Donc, il y a cette première, il y a cette première fonction de la police et la deuxième, c'est aujourd'hui peut-être plus qu'hier, la fonction d'empêcher toute résistance, toute contestation d'un ordre établi, et notamment d'une politique qui est menée, la politique libérale, une politique inégalitaire, etc. Donc, moi, je pense que la police a ces deux fonctions, que ce sont des fonctions qui sont, alors, pas forcément légitimes, illégitimes, mais en tout cas, ce sont des fonctions qui existent. Elles ne sont pas sanctionnées puisqu'il y a une quasi totale impunité. Maître Leclerc, vous parliez de l'affaire Hakim Hajimi à Grasse. Effectivement, il y a eu condamnation. Après, il faut voir aussi dans quelle mesure, voilà, quand il y a condamnation, c'est beaucoup de sursis, c'est beaucoup de… Bon, voilà. Mais effectivement, là-dessus, il y avait condamnation. L'affaire Lawari Ben Mohamed en 81, il y a eu condamnation aussi à l'époque. Donc, il y a des policiers, il y a des CRS, il y a des gendarmes qui peuvent être condamnés. Mais c'est une infime minorité. La plupart du temps, il y a totale impunité. Donc, à partir du moment où il y a impunité, on peut considérer que voilà, ce sont des fonctions qui sont établies, qui sont structurelles. Merci beaucoup Fatima Bressac. Du coup, vous avez parlé de choses très importantes. J'ai notamment noté que vous parlez que c'était une question de liberté fondamentale finalement et d'une liberté de circuler dans l'espace public. Henri Leclerc, est-ce que vous auriez aussi des rajouts à faire sur ces points-là? Ah oui, moi je pense effectivement que c'est un problème essentiel de liberté publique. Je ne nie pas l'existence d'une police. Je dis simplement que cette police est une police, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, la police n'est pas instaurée pour le bien de ceux qui l'exercent. Elle est instaurée pour le bien de tous. Et cette conception répressive de la police qui fait que quand la police use de la violence, le principe absolu dès le départ, c'est que c'était légitime. Elle a tué quelqu'un, c'était légitime. Celui-là, c'était un agresseur. Elle a blessé quelqu'un gravement, oh là là, il nous menaçait. Vous comprenez, Rémi Fraisse au barrage qui a été tué d'une grenade dans le dos, c'est tout juste si on ne dit pas que la grenade dans le dos, c'était de la légitime défense. Ce que je reproche à l'État là, pas à la police, à l'État, c'est de ne pas exercer un contrôle strict de l'activité de la police et de permettre, voire d'encourager, sans doute, un certain nombre de fois, des actes de violence illégitimes. Lorsque vous avez la répression des manifestations, bon, on sait très bien que l'étude qui est faite de la répression, des instructions qui ont été données dans la répression des manifestations, ce sont des instructions qui inéluctablement amènent la violence, alors qu'il y aurait d'autres techniques. Mais non, la violence est à ce moment-là utilisée, la violence policière, parce qu'on l'a dit légitime, pour réprimer une autre violence, alors qu'il aurait été tout à fait possible de répondre par des moyens qui n'étaient pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, quant au dérapage particulier, les équipes de BAC qui font un certain nombre d'interventions, je ne parle pas seulement des contrôles aux faciès, mais je parle de contrôle brutal. Personnellement, j'ai beaucoup moins actuellement que je l'ai eu à un moment alors peut-être que c'est que je suis qu'on me raconte moins d'histoires, qu'on me le racontait autrefois, mais d'expérience de tabassage dans les commissariats de police. Il semble que sur ces sujets-là, le contrôle est plus strict dans la mesure où les réactions sont immédiates. C'est-à-dire que quand quelqu'un a été tabassé dans un commissariat de police, il faut le dénoncer immédiatement. Or, même sur ce point, nous n'avons pas énormément de dénonciations immédiates.
Et on dit, ah ben au commissariat de police, on tabasse, mais amenez-moi quelqu'un qui a été tabassé. Et malheureusement, nous avons peu de gens qui ont été tabassés qui veulent bien témoigner. Car il est évident qu'un tabassage dans un commissariat de police, c'est une faute grave. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des violences dans les commissariats de police. Ça, c'est évident, c'est absolument inadmissible. Le seul problème, et c'est toujours la même chose, méfions-nous des rumeurs, méfions-nous de ce qui n'est pas établi, de ce que nous avons, de ce que nous partons en guerre avec peu de choses quelquefois, alors que nous avons des éléments. Et sur ce point, je crois qu'il est absolument nécessaire que des dossiers soient constitués rapidement et que ce soit des dossiers qui aient des preuves, parce que sans ça, on a une espèce de dénonciation, mais qui est une dénonciation sur laquelle nous, les avocats, nous n'avons pas d'éléments de communication suffisants. Voilà, je le dis, alors que nous savons que ça a eu lieu. Mais malheureusement, nous n'avons pas de gens qui veulent témoigner, parce que les gens ont aussi peur de ça. Hein. C'est vrai que ceux qui mènent la guerre contre les auteurs de violence risquent de se retrouver eux aussi dans une situation difficile. Mais je crois que vraiment, là, c'est absolument important. C'est pour ça que, par exemple, cette affaire de Garenne, moi je trouve que c'est très important. Il faut apporter des témoignages plus nombreux, plus cohérents, plus consistants. Et sur ce point, évidemment, ce qui est absolument condamnable, c'est cette conception qu'a la police sur ces sujets-là, qui consiste à immédiatement, alors qu'ils n'ont aucun élément non plus, mettre en cause celui qui a été blessé. Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre une ou deux questions. Mathilde, je crois que tu avais une question notamment sur la formation des policiers et une autre sur la police municipale. Est-ce que tu veux bien les poser à l'oral? Ouais, merci beaucoup. J'avais 3 questions, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. La première, c'est de savoir s'il y a des évolutions particulières ou même, voire, soyons fous, un changement de paradigme. Je vais être obligé de vous quitter. Hein. Ah. Oui, merci Monsieur Leclerc. Merci d'être venu le temps que vous avez pu. Mathilde, on te laisse poser la question. Oui, donc c'était pour savoir s'il y avait des changements particuliers ou des évolutions sur la formation des policiers en matière de prévention des violences ces dernières années. Et notamment, est-ce qu'il y a des différences particulières sur les politiques de maintien de l'ordre entre le moment où Valls était ministre de l'Intérieur et désormais avec Castaner. Et enfin, une dernière question pour savoir si vous êtes favorable à la mise en place de police municipale. Merci Mathilde. Anne-Sophie, Fatima, est-ce que quelqu'un veut répondre? Répondre sur la question du maintien de l'ordre. Sur des évolutions entre Valls et Castaner, je pense qu'on peut plutôt parler d'une continuité. C'est-à-dire qu'Amnesty International, on avait documenté la gestion des manifestations contre la loi travail en 2016, où il y a eu un syndicaliste éborgné par un jet de grenade de désencerclement, il y a eu des journalistes qui ont été frappés, des manifestants pacifiques, etc. Donc, ce qui s'est passé dans les derniers mois, l'année précédente, contre les Gilets jaunes, était déjà en germe dès 2016 et en fait, s'est développé, on va dire, tout au long des années 2000. On est revenu sur le fait qu'il y a eu de très très graves violences de la part de la police, et notamment contre des manifestants dans les années 60-70. Il y a eu une sorte d'accalmie à partir de 86, après la mort de Malik Oussekine, où il y a eu un moment d'apaisement. Et ce moment d'apaisement semble être fini, et particulièrement sur ces dernières années, où on arrive avec un maintien de l'ordre qui est assuré par des unités qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre. Notamment, on a vu l'apparition des BAC pour gérer les manifestations, avec des policiers qui sont surarmés, avec des armes qui ont des capacités mutilantes. Et donc, risque qui doit arriver, en France, il y a des personnes qui peuvent perdre un œil, avoir une main arrachée en allant manifester.
Donc voilà, c'est une continuité depuis plusieurs années qui réintensifie la violence dans le cadre des manifestations. Dans le cadre des contrôles, on va dire, dans les quartiers populaires, c'est assez constant, hein, finalement. Je ne pense pas qu'il y ait eu de différence très significative. Alors, je suis un petit peu moins le sujet et j'ai un peu moins l'historique, donc je laisserai la parole à ceux qui suivent plus. Mais il me semble que c'est relativement constant et qu'effectivement, ça pose la question de la mission de la police. C'est-à-dire que est-ce que les forces de l'ordre sont là pour assurer un service public de la sécurité, donc garantir que les manifestations se déroulent bien et que les personnes peuvent défiler, exercer leur liberté d'expression en toute sécurité, ou est-ce qu'ils sont là pour réprimer et donc écraser toute tentative de revendication? Est-ce que les forces de l'ordre sont là pour que dans les quartiers populaires, les gens se sentent en sécurité, n'aient pas peur de se faire agresser, ou au contraire, est-ce qu'ils sont là pour créer une peur et empêcher les gens de sortir? D'après ce qu'on a dit, vous avez la réponse. Et ça, c'est assez constant et c'est extrêmement problématique. Et c'est ce qui aboutit à la situation actuelle. On en revient à la question de la responsabilité individuelle contre la responsabilité politique. C'est évident qu'il faut mettre en cause la responsabilité individuelle des policiers qui commettent des actes illégaux, parce que c'est un moyen d'éviter la répétition. Mais reste qu'aujourd'hui, la formation des policiers, les armes qui leur sont données, les techniques qu'on leur permet d'employer, le fait qu'il soit aussi difficile de les traduire en justice et quand c'est fait, qu'ils soient aussi peu sanctionnés par rapport aux faits reconnus, tous ces éléments-là, les directives de maintien de l'ordre, le fait que les policiers ne choisissent pas individuellement de nasser et d'envoyer des lacrymogènes sur une manifestation, tout ça est un problème éminemment politique. Fatima Ouassag, vous voulez compléter? Oui, bah alors pour répondre à la question, déjà, savoir si on pense que les formations des policiers et policières pourraient changer les choses et si elles sont pertinentes. Alors, moi, je le dis clairement, je n'y crois pas du tout. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un problème individuel. En fait, considérer que former des policiers permettrait d'améliorer la situation, enfin, c'est renvoyer à des individus, en fait, la responsabilité des violences policières massives dont on parlait tout à l'heure. Parce que Maître Leclerc, tout à l'heure, disait il faut faire attention, il y a des rumeurs, etc. En réalité, il y a très, très peu de violences policières connues. Très, très peu. C'est résiduel. La plupart du temps, les violences policières, elles sont tellement quotidiennes, elles sont anodines, en fait. Moi, je connais beaucoup d'adultes, d'hommes, qui me racontent à quel point, lorsqu'ils étaient adolescents, en fait, ils subissaient comme ça des contrôles policiers. Parfois, on les emmenait, on les gardait à vue, etc. Et on les mettait nus, par exemple. Voilà. Et pour eux, bon, voilà, ça faisait partie du truc, c'est-à-dire, bon, voilà, on se mettait nus devant les policiers, soi-disant pour fouiller, etc. etc. On sait très bien que dans le 12e arrondissement, il y a quelques années, voilà, on attrapait les adolescents du quartier et on faisait donc des palpations voilà, humiliantes. C'était véritablement, je le dis, des agressions sexuelles. Voilà. Et lorsqu'on posait la question aux policiers, parce qu'il y a un article comme ça du Parisien qui est vraiment très intéressant, qui date d'il y a 2-3 ans, et qui, donc, journaliste qui a posé la question aux policiers, mais pourquoi vous faites ça? Et le policier répondait, mais on fait ça parce que c'est pour empêcher les jeunes de traîner. Voilà. Il disait clairement, donc tout à l'heure je parlais de liberté fondamentale, liberté de circuler librement, il disait clairement c'est pour empêcher les jeunes de traîner. Ce que je veux dire, c'est que encore une fois, j'insiste sur la fonction en fait qu'a la police dans la société. Voilà. Et la police, c'est le bras armé de l'État. Donc, ça ne sert à rien de former des individus. Pour parler aussi de la BAC, donc ça a été expérimenté, c'est pas anodin, ça a été expérimenté, c'est un dispositif qui a été expérimenté dans les années 70 en Seine-Saint-Denis, ensuite qui a été généralisé dans les années 90, mais c'est bien un dispositif qui est créé pour ces territoires. Alors, à l'époque, on parlait de lutte contre la délinquance, mais dans les années 20, les brigades nord-africaines parlaient aussi de lutter contre voilà, ces gens qui, comme ça, fomentaient des plans, etc. Aujourd'hui, on va moins parler de délinquance que de territoires perdus de la République. On va aussi parler de territoires communautaristes, séparatistes, islamistes. On va mobiliser comme ça la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre les trafics de drogue, etc. Donc, il va y avoir comme ça une instrumentalisation de ces questions. Et on va donc voilà, garder ce dispositif, la BAC, qui, encore une
fois, est né pour la Seine-Saint-Denis, donc en direction d'une certaine population. Je peux donner un exemple de violence policière donc, qui concerne la BAC pour incarner un petit peu ces violences, parce que il faut parler quand même des gens qui les subissent. Et c'est pas ponctuel, c'est pas. Alors, vous l'avez montré tout à l'heure un petit peu dans ce reportage de Street Press où on voit cette jeune femme gilet jaune qui raconte en fait à quel point les violences policières laissent sur elle, sur son corps en fait, sur son âme des séquelles. Voilà, c'est le cas notamment alors d'une femme, Marie-Reine, parce que oui, les violences policières, elles ne touchent pas que les hommes, elles ne touchent pas que les jeunes hommes. On a vu par exemple le 8 mars que les féministes pouvaient être agressées également. On a vu évidemment lors des Gilets jaunes Zineb Redouane, une vieille dame à Marseille qui avait été tuée. Donc Marie-Reine à Agen, en province, et c'est important de dire que c'était en province, c'est-à-dire que c'est pas dans la région parisienne. À Agen, voilà, il y a très peu de personnes issues d'immigration africaine, il y a peu d'associations, etc., etc. Donc à Agen, donc Marie-Reine est une femme noire, une mère de famille qui a 3 enfants en bas âge. Elle rentre comme ça, j'essaie de faire vite, hein, mais elle rentre comme ça de soirée. Elle est coquette, elle est habillée, elle a une petite robe noire, etc. Donc voilà, elle rentre chez elle et elle est poursuivie, pourchassée, traquée par une voiture, donc elle ne sait pas, voilà, c'est une voiture, voilà, banalisée comme on dit, voilà, et elle a peur, elle essaie de se garer à côté des pompiers, mais elle n'y arrive pas, il la bloque avant, il la font sortir de la voiture, alors pour elle c'est des malfrats, voilà, c'est des malfrats, c'est peut-être des violeurs, alors il y a deux hommes, une femme, il la sort de la voiture, il la passe à tabac. Il la met en sang vraiment. Il l'insulte, alors avec des insultes à caractère raciste, sexiste. Alors je vais pas les dire ici, mais vraiment voilà, essayez d'imaginer un peu ce qu'il y a de pire. Il la passe à tabac et ensuite Marie-Reine mord un des policiers et là le policier en panique lui dit mais est-ce que tu as le sida? Voilà, parce que c'est une femme noire, donc pour lui, dans son esprit, femme noire égale sida. Alors elle, pensant qu'elle a affaire à un violeur, elle lui dit oui, j'ai le sida. Et là, ça appelle les renforts. Et donc, elle se rend compte que c'est la police. Donc, elle se rend compte à ce moment-là seulement que c'est la BAC d'Agen. Donc, si elle n'avait pas mordu, elle ne s'en serait pas rendue compte. Elle aurait juste été agressée comme ça en pleine nuit. Et voilà. Donc là, elle emmenée au commissariat, gardée à vue, à nouveau insultée. Elle est frappée dans la voiture. Elle est agressée sexuellement puisque voilà, on lui relève la robe, on la laisse nue dans le commissariat, etc., etc. Une avocate est donc affaire un avocat, en l'occurrence une avocate commis d'office. L'avocate lui conseille, enfin pour dire que tout ça c'est un système, hein, lui conseille de dire qu'elle a bu et qu'elle a voulu forcer un barrage, etc. Elle lui dit que ça sera mieux pour elle, etc. Elle ne le fait pas. Il l'emmène donc à l'hôpital contre son gré pour faire un test VIH. Et alors comment dire, pour dire à quel point c'est un problème structurel et qu'il ne s'agit pas que de la police, Marie-Reine sort de là, donc encore une fois en sang, et là, elle essaye de dénoncer ce qui lui est arrivé. Alors Marie-Reine, elle est en France depuis une 12aine d'années à ce moment-là, elle est originaire du Burkina Faso, elle ne connaît pas bien les institutions, elle ne connaît pas bien les différents guichets, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de trouver un avocat. Elle ne trouve pas d'avocat. Et ça, c'est important de le dire. Sur toute la région d'Agen, elle a eu plusieurs rendez-vous. Dès que les avocats la voyaient, dès qu'ils prenaient connaissance du fait qu'il s'agissait de la police, ils ne reconduisaient pas le rendez-vous. Donc, elle n'a pas réussi à trouver d'avocat. Elle a appelé les journalistes. Le journaliste local, le journal local a titré le lendemain de cette agression, de ces violences policières, le lendemain, il y a une femme hystérique de 40 ans qui a forcé un barrage, qui était alcoolisée, etc., et qui a mordu un policier. Voilà ce qu'a titré le journal le lendemain. Tout ça, vous pouvez le retrouver, je le dis tout de suite d'ailleurs pour les précisions, il s'agit d'articles notamment de Mediapart, Michel Deléan, ou d'articles d'Elsa Vigoureux du Nouvel Obs. Donc tout ça est vérifiable et surtout on peut préciser les choses. Et donc elle a contacté ces journalistes pour leur demander de l'aide, en fait, écrivez sur ce qui m'est arrivé, etc. Photos à l'appui, témoignages à l'appui, etc. Les journalistes alors il y avait un journaliste qui avait accepté de l'écouter, finalement il a appelé la police et puis finalement il a dit ça va pas être possible, j'ai trop de pression, etc. et il a laissé tomber. Elle a appelé le planning familial, elle a appelé, je le dis, la LDH locale, elle a appelé donc ces associations qui sont censées venir en aide aux victimes, les victimes de violences, quelles que soient ces violences, en l'occurrence violences policières, mais les victimes, les femmes notamment en détresse, les femmes qui ont besoin d'aide en fait et d'assistance, voilà. Et je le dis, aucune association,
aucune organisation n'a prêté aide, assistance à Marie-Reine. Elle n'a pas trouvé d'avocat, aucun journaliste n'a voulu écrire sur ce qui lui était arrivé et les organisations subventionnées, dédiées là-dessus, sur l'aide aux victimes, ces associations et ces structures ne l'ont pas aidée. Donc voilà, donc c'est pour dire à quel point il est difficile en fait pour les victimes de se faire entendre par rapport aux violences qu'elles ont subies. Alors pour raconter un petit peu, alors c'est pas la fin de l'histoire, mais à ce moment-là, c'était il y a quelques années, c'est il y a 3-4 ans, la procureure a classé sans suite. Ce qui est d'autant plus étonnant qu'elle classe sans suite alors que le policier avait porté plainte contre Marie-Reine parce qu'elle l'avait mordu. Mais elle considère que voilà, non, il n'y a rien et elle a classé sans suite. Et c'est parce que par hasard, j'ai été mise en contact avec elle que j'ai mis son témoignage sur les réseaux sociaux, réseau Clash en Race, que j'ai appelé moi des journalistes d'ici, de Paris. Donc parce que j'ai un petit réseau de connaissances, etc., qui fait que du coup, on a pu en parler. Quand on lui a trouvé un avocat, je le dis, c'est Maître Ari Halimi, dont on a parlé tout à l'heure, donc Maître Ari Halimi qui a pris en charge cette affaire. Et c'est parce qu'il y a eu tout ça qu'aujourd'hui, Marie-Reine est entendue. Alors aujourd'hui, elle est entendue par une juge. Elle passe des expertises pour savoir voilà, ce qui lui est arrivé, etc. Elle est enfin entendue alors que ça avait été classé sans suite à l'époque. Enfin, c'est dire à quel point c'est pas qu'un problème de formation, le problème simplement de la police. Il y a le problème aussi de la justice. Donc, j'insistais tout à l'heure sur l'impunité de la police. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'il y a violence policière, lorsqu'il y a crime policier, la plupart du temps, il y a impunité. La justice couvre. Bon, déjà, la police se couvre. Les syndicats de police, tout de suite, dès qu'il y a violence policière, ah, mais c'est de la faute du jeune, ah, c'est parce qu'il était délinquant, ah, c'était de la légitime défense, etc. Donc, déjà, la police se couvre elle-même, mais bon, à la limite, c'est son travail de se couvrir elle-même, soit, mais la justice protège aussi la police. L'État français protège la police. Lorsqu'il y a des violences policières, lorsqu'il y a des morts, des crimes policiers, lorsqu'il y a des enfants, parce que ce qu'on ne dit pas depuis tout à l'heure, c'est que parfois, ce sont des enfants qui sont tués par la police. Ziad Ebouna, c'est 15 ans, 17 ans. Voilà, lorsqu'il y a des crimes policiers, les autorités, le chef de l'État, le gouvernement n'envoient même pas un petit message de condoléances à la famille. Donc, même pas un petit message. Je ne sais pas si vous avez vu là Éric Zemmour. Voilà, on lui a craché dessus dans la rue. On peut en penser ce qu'on veut. Voilà, c'est pas bien, etc. de cracher sur les gens dans la rue. Il a eu son petit mot, son petit coup de téléphone de la part d'Éric Zemmour. Demander à la famille d'Assa Traoré si, à l'époque, un responsable politique l'a appelé pour au moins présenter ses condoléances. Jamais. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est un problème beaucoup plus structurel. Bon, on aura l'occasion d'en parler parce que je ne veux pas être trop longue sur mes interventions. Je me rends compte que je prends beaucoup de temps, mais c'est un problème politique. Mais donc, ça veut dire que c'est un problème d'organisation politique. Tout à l'heure, il y a la jeune femme qui parlait de la gauche. Effectivement, je pense qu'elle a raison. Il y a une responsabilité des partis politiques, des organisations politiques là-dedans. La gauche a été au pouvoir là. Maître Leclerc disait, ça ne date pas d'hier, les violences policières, c'est depuis des décennies. Ok, la gauche a été au pouvoir combien de temps pendant ces décennies? À quel moment la gauche a pris à bras-le-corps cette question en se disant, bon, il y a un problème avec la police. On a un gros problème avec la police. Des enfants sont tués, des jeunes sont tués. Voilà, on ne veut plus de la peine de mort, en fait. Donc, on a un problème avec la police, on va essayer de le régler. Non, la gauche ne s'en est pas saisie. Non seulement, alors les organisations de gauche ne sont pas saisies, mais il y a aussi pour nous à nous organiser, et ça je le dis dans les quartiers populaires, etc. Mais on en parlera, j'espère, tout à l'heure. On va en parler juste après. Je vais juste laisser Mehdi poser une question courte, et après, on va vous laisser répondre de façon assez courte aussi pour pouvoir passer à la seconde partie. Ouais, alors finalement, Mehdi me fait signe, il n'est pas disponible. Du coup, je vais lire sa question. C'est: est-il possible de réformer la police ou faut-il carrément en changer? Ça fait un peu le lien à ce que vous disiez à l'instant, Fatima Wassak, donc peut-être vous voulez rebondir dessus, ou Anne-Sophie? Alors, bon, très rapidement, moi je pense qu'il y a une autonomisation quand même de la police, de l'institution policière. Il faut voir aussi comment les syndicats de police interpellent le gouvernement, menacent le gouvernement. Vous vous souvenez, ces manifestations de policiers devant je ne sais plus quel ministère pour dire voilà, on n'accepte pas d'être pressionné par l'État, etc. Donc, et puis il y a eu des manifestations à Aulnay-sous-Bois notamment de policiers contre l'État pour dire voilà, on n'accepte pas qu'on nous traite mal, qu'on nous parle mal, etc., etc. Donc il y a une certaine forme d'autonomisation de la police. Mais pour l'essentiel, voilà, la police est aux ordres de l'État. Voilà, elle est aux ordres de l'État. Voilà, je vais faire court. Anne-Sophie, vous voulez compléter?
Oui, alors je suis désolée, j'étais déconnectée à un moment, donc j'ai raté une partie de l'intervention. S'il faut changer ou réformer la police, une réforme sera un changement. Après, alors moi, j'insisterai quand même pas mal sur le rôle des syndicats de police, hein, qui rend notre travail de plaidoyer pour réformer et changer en profondeur la police, et notamment les missions qui sont confiées à la police, très compliqué. Moi, j'ai travaillé par le passé sur beaucoup de sujets. J'ai eu l'occasion de travailler, de faire du plaidoyer auprès de différents ministères. Le ministère de l'Intérieur est très compliqué. C'est très difficile d'avoir un dialogue avec le ministère de l'Intérieur. Et alors, on a quand même la sensation que du côté des syndicats policiers, par contre, ils ont des échanges un peu plus fructueux. Et donc, nos recommandations sont plutôt moins bien entendues. Donc, il faudrait une réforme et un changement assez profond de l'institution pour la détacher de ce contrôle de syndicats majoritaires. Ensuite, il y a des syndicats minoritaires qui ont des propositions intéressantes, qui ont dénoncé les discriminations, y compris à l'intérieur de la police, parce que c'est pas facile d'être policier arabe aussi, manifestement. Il y a des témoignages dans ce sens-là. Et il faudrait vraiment une réforme en profondeur. On avait parlé de la formation des policiers. C'est-à-dire qu'un changement de formation ne pourrait être utile que si c'est à viser de changer la mission de la police et d'avoir une police qui est au service des citoyens. Et par ailleurs, ça impliquerait aussi d'avoir une méthode de recrutement qui est différente, c'est-à-dire que des personnes qui ont vous avez un petit problème de recrutement de cette mission et Je crois que la connexion est un peu compliquée. On va peut-être passer à... Oui, je peux ajouter un mot sur ça, cette idée de réforme. Moi, je pense que vraiment que le meilleur moyen de réformer la police, il est très simple, c'est qu'il faut sanctionner la police. Il faut sanctionner, il faut punir les assassins, tout simplement. Il faut les punir. Lorsqu'il y a violence policière, lorsqu'il y a crime policier, il faut punir les criminels. Je pense qu'à partir du moment où il n'y aura plus d'impunité, il n'y aura plus de violence policière par définition et le recrutement va changer. Aujourd'hui, le recrutement, par exemple pour les bacs, il est volontaire. Il est volontaire et on a du coup un certain profil. Enfin, faut voir le profil des personnes qui veulent spécifiquement, quasi exclusivement, aller travailler dans les quartiers populaires pour aller faire la police, donc dans les quartiers populaires en flagrant délit, etc., etc. Bon, il y a comme ça, bon, voilà, on peut deviner un petit peu le profil. À partir du moment où seront sanctionnés les policiers et les policières qui frappent, insultent, tuent, il n'y aura plus de violence policière, tout simplement. Donc, par exemple, pour être concrète encore une fois et pour incarner un petit peu les choses, il faut que les gendarmes, les 3 gendarmes qui ont tué, en tout cas, qui sont responsables de la mort d'Adama Traoré, qui est mort à Beaumont-sur-Oise, il faut que ces 3 gendarmes soient condamnés. Voilà. Et ça, c'est pour moi une réforme de la police. Il se trouve que la police est condamnée aujourd'hui, très faiblement, mais elle l'est notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, comme disait tout à l'heure Maître Leclerc. Elle est condamnée aussi par l'ONU. Il faut que cette condamnation, elle vienne de la justice française, de l'État français. Et vous faites une belle transition pour la seconde partie et nous allons la démarrer par une vidéo. Notre combat est juste, il est légitime. Il s'agit de meurtres commis par les agents de l'État. Donc c'est la France qui tue nos frères et sœurs au quotidien. C'est la France qui a tué Adama. C'est la France qui a tué Amadou Koumé. C'est la France qui a tué Babacar Gueye. Et ça ne cesse de continuer. Aboubacar Fofana, le dernier en date, c'est aussi la France qui l'a tué. Parce que c'est le pouvoir de la France, c'est le pouvoir de l'État qui permet à ces policiers de tuer en toute impunité. Et c'est les magistrats qui prononcent les non-lieux. Donc, la justice française, on sait qu'on ne peut pas compter dessus. On sait qu'il n'y a rien à attendre d'elle. Elle est là, son rôle est de protéger les criminels, parce qu'ils font partie d'un même appareil d'État. La seule manière de combattre cette impunité, de fait, c'est nous,
C'est pour ça que c'est une grande satisfaction de voir qu'il y a 2000 à 3000 personnes aujourd'hui rassemblées pour dénoncer ces crimes d'État, ces violences d'État, ce racisme d'État. Retirer les menottes, les pompiers vont dire retirez les menottes. C'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir. Et mon frère, la mort de mon frère va être officiellement déclarée à 19h05. Ce jour-là, ici dans cette rue, les dernières paroles de mon frère ont été « Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Mon frère est mort, ils ont mis mon frère dans le véhicule, ils auraient pu l'emmener à l'hôpital, ils auraient pu tenter de le sauver. Ce jour-là, ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Mon petit frère, ils l'ont laissé mourir ici. Cette rue, c'est la rue de la République, on passe ici tous les jours. La justice, on l'aura. J'espère que ce message va passer, parce que la justice, on l'aura. La justice, on ne lâchera pas. Ils ont tué mon petit frère, ils ont tué le fils de ma mère, ils ont tué le frère de mes frères, ils ont tué le frère de mes sœurs, ils ont tué Adama Traoré. Adama Traoré est mort ici, dans cette rue-là, sur ce placard central, où il a dit « Je n'arrive plus à respirer ». C'était les derniers moments, les derniers mots de mon petit frère. Du coup, ces vidéos permettent de faire la transition avec la deuxième partie et notamment, ça va nous permettre de rebondir sur plusieurs de vos questions sur les acteurs et les moyens de la lutte. Donc peut-être un peu avant de commencer sur les acteurs de la lutte et des mobilisations. Enfin, aujourd'hui, quand on est victime de violences policières, on en a déjà un petit peu parlé. On a parlé des difficultés à trouver des avocats pour permettre de porter plainte. Mais quel est un peu le parcours classique, théorique, quand on est victime de violence, et ça nous permet aussi de parler de cet organe de contrôle de la police qui est l'IGPN et de ce que vous en pensez. Peut-être d'abord Anne-Sophie Sinclair et puis ensuite Fatima Ressac. Le parcours d'une victime de violence policière, c'est clairement un parcours du combattant. Il faut d'abord faire reconnaître son statut de victime parce que très vite, on est accusé de plein de choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que même si une personne a commis des infractions, ça n'est absolument pas une raison pour être sanctionné par des violences de la part de la police dans la rue. Hein. Donc c'est absolument pas pertinent, mais il y aura toujours cette communication de la part des forces de l'ordre. Et puis ensuite, il faut pouvoir déposer plainte. Souvent, des plaintes seront déposées contre la personne ou la famille de la personne. Dans le cadre de notre travail sur le droit de manifester, beaucoup de personnes qui ont essayé de se plaindre de violences policières ont ensuite été poursuivies pour outrage. Ensuite, la famille d'Adama Traoré, c'est un exemple. Enfin, les frères et maintenant sa sœur sont tous sous le coup de poursuites et condamnations sur diverses charges d'accusations qu'on a du mal à déconnecter de leur combat pour la justice. Donc, il y a tout cet enjeu-là d'être soi-même attaqué alors qu'on est victime. Et puis ensuite, il est extrêmement difficile d'obtenir justice, d'avoir des enquêtes indépendantes, exhaustives et rapides. C'est-à-dire qu'à la fois, ça prend du temps et que, effectivement, l'IGPN, donc chargé d'enquêter sur les actes de la police, trouve rarement quoi que ce soit à reprocher à la police dans le cadre de violences policières. L'IGPN, en tant qu'organe de contrôle interne sur des enjeux internes à la police, pourra faire peur à la police. Mais par contre, sur des cas de violences policières, c'est avéré particulièrement inefficace. On peut repenser à la note qui avait été produite suite au décès de Steve Canisso à la Fête de la musique l'an dernier, où vraiment l'IGPN n'avait rien à redire quasiment à l'intervention de la police, alors que l'IGA sortait... alors que l'IGA est quand même aussi un organe de l'administration, mais beaucoup plus critique sur l'intervention musclée des forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes de nuit, en bordure de rivière, sur une foule. Donc là, il y avait quand même beaucoup plus de choses à critiquer que ne l'a fait l'IGPN. Donc on a un problème au moment de la plainte, toutes les attaques subies, la difficulté à avoir des enquêtes, tout l'enjeu des autopsies et contre-autopsies. La famille de Zineb Redouane, qui a été tuée en marge de manifestation, a eu des difficultés, a toujours des difficultés à avoir aux dernières nouvelles, on n'a toujours pas accès à l'appartement de Zineb Redouane. C'est très compliqué d'avoir des informations sur l'autopsie et sur l'avancée de l'enquête. Donc voilà, c'est des procédures qui durent des années et qui aboutissent très rarement. En 2011, on avait fait un rapport de suivi sur 5 cas de décès liés à des interventions de la police. Et sur ces 5 cas, il y a eu 4 cas de non-lieu en France et un cas où les policiers ont été condamnés à quelques mois de prison avec sursis, alors que leur intervention avait entraîné le décès d'une personne. Par ailleurs, ils ont pu continuer à exercer leur métier de policier. Il se trouve que de mémoire, il me semble que dans 3 des cas, il y a déjà eu des condamnations au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme.
pour ces mêmes faits, pour le manque d'enquête indépendante et rapide de la France et pour divers ou pour des traitements inhumains et dégradants selon les cas. Donc voilà, donc en fait, pour réussir à obtenir justice, c'est un parcours du combattant et on obtient rarement quoi que ce soit. Amnesty International demande la création d'un mécanisme d'enquête réellement indépendant avec les ressources nécessaires. Je dis indépendant parce que l'IGPN, c'est lié au ministère de l'Intérieur, donc c'est un corps qui ressemble des policiers. Donc en fait, ça fait partie de la famille. C'est des policiers qui enquêtent sur des policiers. On a un vrai problème d'indépendance. Donc voilà, Amnesty International et beaucoup d'autres organisations, hein, la LDH et plein d'autres organisations de défense des droits humains demandent la création d'un mécanisme indépendant depuis des années et cette demande n'est absolument pas suivie des faits à ce jour. Merci beaucoup. Peut-être avant de vous donner la parole, Fatima Wassak, juste comme on a vu les vidéos, c'est bien quand même de remettre juste des noms sur les personnes qu'on a vues. Donc, on a vu tout à l'heure la vidéo d'Assa Traoré, donc, qui est la sœur d'Adama Traoré, qui est mort, si je ne dis pas de bêtises, en 2016. Et je crois que lui aussi avait été victime d'un plaquage ventral lors de son décès. Et la deuxième personne qu'on voyait au début de la vidéo, c'est Ramata Dieng, qui est la sœur de Lamine Dieng, qui était mort en 2007, aussi d'un plaquage ventral dans un fourgon de police. Et Ramata a créé un collectif qui s'appelle le collectif Vivolé, qui est un collectif de familles victimes de violences policières. Donc, ça nous permet de faire la transition avec du coup, sur les acteurs de la lutte. Qui sont les acteurs de la lutte historique et actuelle? Fatima Wassak. Oui, alors, juste un mot, alors justement, ça fait la transition, hein, mais juste un mot sur effectivement les organisations qui demandent l'interdiction de certaines pratiques policières. Juste quand même dire, justement, ça va me permettre de parler des acteurs, que depuis longtemps déjà, les collectifs de lutte contre les violences policières, collectifs de l'immigration et des quartiers populaires en France demandent notamment l'interdiction du plaquage ventral et la clé d'étranglement. Alors, c'était déjà le cas dans les années 80. Dans les années 80, il y avait une association comme ça de familles de victimes, notamment de victimes de crimes policiers, qui demandait une instance indépendante, qui donc tout ce qui vient d'être évoqué, et qui demandait l'interdiction de certaines techniques policières. En 2007, Ramata Dieng, donc le collectif Vivolé, avec le mouvement Immigration Banlieue, le MIB, demandait l'interdiction du plaquage ventral. C'était dans le cadre JET, c'était dans le cadre du FSQP, donc le Forum social des quartiers populaires, donc déjà en 2007. Bon, voilà, c'est pour dire un petit peu qu'effectivement, il y a des acteurs dans les quartiers populaires et donc des acteurs de l'immigration, en fait, qui demandent depuis des décennies maintenant, qui luttent contre les violences policières. Alors, oui, ces acteurs, quels sont-ils? Alors, d'abord, ce sont effectivement des familles de victimes. Alors, tout à l'heure, on disait, voilà, le parcours des victimes de violences policières ou lorsque ce sont des morts de leur famille, c'est un peu le parcours du combattant. Moi, j'irais même plus loin. En fait, la plupart des familles de victimes, ou des victimes de crimes policiers ou de violences policières, n'essayent même pas de porter plainte ou alors abandonnent, entre guillemets, en cours de route. La quasi-totalité, c'est très très rare d'aller porter plainte, c'est très très rare de continuer pour une raison très simple. C'est pour ça que je trouve que c'est plus qu'un parcours du combattant, c'est que c'est de nouvelles violences en fait. C'est de nouvelles violences policières et judiciaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez porter plainte, il y a des représailles. Et il y a des représailles contre vous, mais encore, voilà, contre vous, alors vous êtes adulte, etc. Mais il peut y avoir des représailles contre vos enfants, contre vos parents. Il y a des tentatives de division. Alors, on va aller éplucher dans votre vie pour savoir si vous n'avez pas eu un problème avec le fisc, avec telle administration, etc. On va vous pourrir la vie. Je le dis, alors par exemple, je prends un exemple, c'est les folles de la place Vendôme dans les années 80. Donc, c'est un acteur de lutte contre les violences policières à l'époque, c'était en 84. Donc, les folles de la place Vendôme, c'est des mères de famille qui se sont mobilisées pour lutter contre les violences policières et en tout cas contre les crimes racistes et sécuritaires de manière générale et en particulier les crimes policiers. Elles se sont fatiguées, se sont épuisées en 1 an et demi, 2 ans. Elles ont arrêté. Elles expliquent qu'elles étaient en dépression, qu'elles ne pouvaient plus, qu'elles étaient épuisées moralement, physiquement et qu'il fallait bien en plus s'occuper des autres enfants vivants. Donc, c'est pour dire en fait ce que ça coûte de lutter contre les violences policières pour les familles de victimes, ce que ça coûte en termes de nouvelles violences. Il y a les morts, il y a les violences policières, mais ensuite il y a aussi le relais qui est pris par la justice
un exemple, et je voulais l'évoquer, cet exemple, Mathieu Rigouste, qui est sociologue, qui est spécialiste des questions de violence policière, qui a notamment écrit L'ennemi de l'intérieur ou l'ennemi de l'intérieur il y a quelques années aux éditions La Découverte, il me semble. Mathieu Rigouste a été victime de violences policières et là, alors il passe en procès maintenant et c'est ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure, non pas lui en tant que victime effectivement, mais il passe en procès suite aux plaintes de la police, avant même d'être entendu en tant que victime. Donc c'est dire à quel point, voilà, renvoyer aux personnes, aux victimes et à leurs familles le soin de ce parcours, donc du combattant, ce parcours judiciaire, enfin c'est complètement, voilà, il faut des luttes politiques. Il faut des luttes politiques. Alors, pour ce qui concerne les acteurs, les luttes politiques, elles ont toujours existé. Je fais notamment référence au collectif Djilali au début des années 70, en 71, où alors c'est une victime de violences policières à la Goutte d'Or à Paris. Et alors, dans ce collectif, alors vous retrouvez des intellectuels comme Sartre, Jeunet, etc. Donc, il y a une vraie... c'est une lutte avec déjà une convergence des luttes, quoi, avec vraiment des intellos, etc. Ensuite, alors avec Malek Ousekine, effectivement, moi je trouve qu'il y a une vraie différence, il y a une différence de nature là entre ce qui s'est passé à l'époque en termes de mobilisation, puisqu'il y a eu démission d'un ministre. À l'époque, il y avait eu des prises de parole politiques fortes, etc. Ça a mis un cran d'arrêt comme ça au manif et tout. Donc il y avait eu un vrai impact en fait dans la population à l'époque, dans les années 80. Et aujourd'hui, on continue à avoir et des luttes et une convergence des luttes. Alors moi, je pense que c'est beaucoup grâce au comité Adama qui a réussi justement à réactiver ces alliances, ces convergences, etc. et qui a réussi à tenir deux segments. Le premier, lutter contre les violences policières comme des violences que subissent en particulier, pas que, mais en particulier les populations issues d'immigration post-coloniale. Donc ce sont des violences qui sont liées à la couleur de la peau. C'est-à-dire que c'est des gens non pas qui manifestent, qui sont frappés, tués parce qu'ils manifestent, mais simplement parce qu'ils existent. Donc il y a ce premier segment-là et ils arrivent à articuler ça avec les violences policières dans une perspective universelle. C'est-à-dire on subit des violences policières parce qu'on résiste, parce qu'on remet en question l'ordre établi. Et je finis juste là-dessus, sur cette convergence des luttes. Alors, en tant que porte-parole du Front de Mer, on a participé à une dynamique qui s'appelle Ripostant contre l'autoritarisme, qui a débuté l'année dernière. Donc, c'est dans le prolongement de ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Et on s'est retrouvés dans ce cadre-là, Ripostant contre l'autoritarisme, avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés de ma vie. Sinon, enfin, nous, en tant que Front de Mer, on s'est mobilisés contre la répression policière qui touchait nos enfants. Donc voilà, en décembre 2018, il y a eu beaucoup d'enfants, d'adolescents qui ont été visés par la police, qui ont perdu un œil, qui ont été mutilés, voilà, sans forcément manifester d'ailleurs. Certains manifestaient, mais d'autres même pas. Donc on s'est mobilisés et on s'est retrouvés avec des écologistes de Bure. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a un dossier dans Mediapart qui est consacré à Bure, mais il faut le lire. Il faut le lire pour voir à quel point des militants, voilà, blancs, de classe moyenne, supérieure, etc., écologistes. Il faut voir comment ils sont traqués par la police. Enfin, il y a toute une cellule de gendarmerie qui leur est dédiée. Ils étaient mis sur écoute, leur avocat a été mis sur écoute, ils ont été gardés à vue, ils ont subi vraiment une répression policière. Donc, on s'est retrouvés avec ces militants. Alors, pour vous dire, moi, je discutais avec eux en réunion, etc. Et en fait, tu te rends compte en regardant qu'ils ont un bracelet électronique au pied quand même. Donc, c'est pour dire à quel point on peut se retrouver en fait autour de la table, différentes forces politiques, différentes organisations politiques qui n'ont pas forcément la même culture politique, la même tradition politique, on va dire, mais à quel point on peut se retrouver pour lutter contre voilà, ces violences policières. Moi, j'insiste sur cette dimension de liberté publique, de liberté fondamentale, notamment la liberté de circuler librement, la liberté de circuler, pardon, mais aussi la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer. Donc, à quel point on peut se retrouver là-dessus. Et voilà. Et si je peux me permettre juste un dernier mot, parce que les syndicats de police ont été évoqués. Moi, je pense que sur cette question de lutte et de convergence des luttes, il y a un piège en fait qu'il faut absolument éviter. Et c'est déjà le piège qu'avaient repéré les acteurs de la lutte contre les violences policières dans les années 80. C'est le dilemme entre, d'un côté, il faut essayer de faire en sorte que la gauche, les organisations de gauche, les organisations des droits humains, de défense des droits humains, etc., à quel point il faut essayer de faire en sorte qu'elles se retrouvent autour de la table et qu'elles considèrent que la question des violences policières est une question centrale, et en même temps, éviter la récupération des luttes. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies dans les luttes des quartiers populaires. C'est compliqué.
Alors, et je le dis, c'est compliqué, mais en même temps, il faut essayer de s'y tenir si on doit et si on veut travailler ensemble. Récupérer les luttes, ça ne sert pas la lutte. Alors, c'est pas simplement la question d'invisibiliser les luttes des quartiers populaires. Bon, c'est grave en soi, d'invisibiliser les luttes des quartiers populaires, et c'est vrai que voilà, il y a besoin de reconnaître les luttes. Mais c'est au-delà de ça, c'est que en fait, j'ai l'impression, moi, depuis que les Gilets jaunes, et puis déjà un petit peu avec Allo Travail, on fait comme s'il n'y avait rien eu dans les quartiers populaires, comme si les luttes n'avaient pas été menées déjà par les collectifs de familles victimes, mais les collectifs militants de manière générale. Et on fait comme si on découvrait l'eau chaude avec les Gilets jaunes, en disant « Ah, mais il y a des violences policières, etc. » Moi, je dis que c'est très grave et que vraiment, on ne s'en sortira pas, on ne réglera pas le problème parce que, alors, pour parler de ce syndicat, donc c'est France Police, c'est un syndicat de police, soi-disant que ce n'est pas le pire parce qu'au moment des Gilets jaunes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais au moment des Gilets jaunes, c'est un syndicat de police qui considérait que, oui, mais il faut arrêter, il ne faut pas trop taper sur les Gilets jaunes, etc. Donc, il y avait un discours assez incroyable, en fait, par rapport à ce qui se passait, par rapport à la répression policière. Donc, c'est un syndicat de police qui remettait en question, en fait, sa propre répression, la répression policière, mais qui, dans le même temps, disait « il ne faut pas perdre trop de temps sur la répression des Gilets jaunes parce qu'en fait, c'est de l'énergie gâchée qu'on pourrait, en fait, en réalité, qu'on devrait utiliser contre la racaille des quartiers. » C'est-à-dire qu'en fait, il y avait comme ça cette tentation, en fait, de scinder des violences policières qui seraient illégitimes. Bon, les violences policières qui touchent le bon petit blanc, pour parler comme ce syndicat, donc voilà, le bon petit blanc des terroirs, etc., complètement fantasmé, le manifestant qui demande simplement à bien s'occuper de ses enfants, etc., et des violences policières qui seraient légitimes. D'ailleurs, elles ne sont pas qualifiées comme telles, des violences policières légitimes où on a affaire à cette population-là qui est délinquante, qui se drogue, etc., et où là, tout à coup, en fait, finalement, ça le mérite. Je finis par dire que c'est une tentation qui n'existe pas simplement chez ce syndicat de police. D'ailleurs, ce n'est pas une tentation, lui, il y va à fond, mais c'est également une tentation qui peut exister dans les organisations de gauche à l'époque. Moi, je me souviens avoir refusé de participer à un débat parlementaire où je sentais en fait que les gens qui, tout à coup, découvraient la question des violences policières à partir du moment où elle visait les gilets jaunes, donc une certaine catégorie de population, moi, je sentais en fait qu'il y avait une forme de récupération et qu'on ne se souciait pas de ce qui se passait dans les quartiers populaires. Typiquement, on demandait que la BAC ne soit pas présente lors des manifestations, mais par contre, rien sur la BAC dans les quartiers populaires, interdiction des gaz lacrymogènes, du LBD 40, etc. lors des manifestations, mais rien sur les flashballs dans les quartiers populaires, etc. Donc la convergence d'élite, oui, mais il faut veiller à ce que la question du racisme structurel reste centrale dans la manière de lire les violences policières. Il faut veiller à respecter l'expérience, l'analyse, les luttes qu'ont menées les collectifs de lutte contre les violences policières dans les quartiers populaires. C'est en plus une analyse, une expérience qui est vraiment précieuse et qui peut aider à enfin trouver une solution à ce problème. Merci beaucoup Fatima Wassak. Donc du coup, en fait, là, on a discuté de plusieurs points tous ensemble, juste pour refaire un rapide résumé. Et après, on va laisser nos intervenants conclure. Donc en fait, on a parlé du fait des freins à la légifération et à la prise de conscience générale, notamment le fait que l'organe de contrôle, l'IGPN, soit pas indépendant. Puis après, il y a la protection par l'État dont on a beaucoup parlé, qui est un grand frein à la légifération contre les violences policières, et tout le champ lexical et les arguments qui sont utilisés dans les discours à la fois des individus, des institutions, des médias, pour décrédibiliser toute personne qui se dit être victime de violences policières et justifier cette violence par des arguments mineurs, comme par exemple l'exemple le plus récent à Villeneuve-la-Garenne, où on disait en fait il n'a pas respecté le confinement, donc plus ou moins on légitime le fait qu'il ait failli perdre sa jambe. Et puis, à la fin, il y a aussi les barrières individuelles en nous qui sont que, tant que les gens autour de nous, dans notre classe sociale, dans nos luttes individuelles, n'ont pas vécu ça, c'est un peu difficile de mobiliser les gens peut-être sur cette question. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle plus maintenant, parce qu'on voit qu'en fait, les Gilets jaunes ont beaucoup souffert de ça, que les militants écologistes, que les militants féministes, etc. Et donc, c'est là que revêt toute l'importance de cette convergence des luttes dont vous parlez, Fatima Wassak. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de très cher chez Place Publique, qui est une convergence des luttes. Donc, on aimerait bien pouvoir conclure un peu plus sur ce sujet. Peut-être Anne-Sophie Saint-Père, puis Fatima Wassak, si vous pourriez nous dire quelques mots de plus sur ce sujet-là, avant de conclure. Oui, la convergence des luttes, elle est essentielle. En fait, sur ce sujet, on a un problème de rapport de force.
L'essentiel de ce qu'on demande, ça fait plus de 15 ans qu'on le demande, que ce soit sur les mécanismes d'enquête indépendants, sur l'accès à la justice des victimes. Bon, alors après, il y a des choses plus récentes, hein, avec l'apparition de nouvelles armes, le LBD à partir des années 2000, il y a eu d'autres demandes là-dessus. Mais bon, de manière générale, on ne gagne pas, hein, sur ces sujets-là. On a un problème de rapport de force. On n'est pas assez nombreux à travailler sur le sujet. Et on a besoin de plus de soutien à la fois dans l'opinion publique, dans le grand public. Alors effectivement, le fait que les Gilets jaunes aient été victimes de violences policières, que des mouvements écologistes, Extinction Rebellion, été gaz portant, bloqué en pont, enfin tout ça a aidé à ramener des acteurs qui se sentaient moins concernés au départ. Effectivement, il y a tout l'enjeu de mélanger tous ces acteurs, donc ceux qui se battent depuis des années dans les quartiers populaires sur les violences policières et ceux qui découvrent ça un peu plus récemment et qui ont parfois une lecture un peu naïve des choses. Mais au-delà de ça, au-delà de l'opinion publique, on a aussi besoin que des responsables politiques se saisissent de ces questions. Il y a quelques institutions, le défenseur des droits régulièrement prend position, mais avec très très peu de pouvoir. Au niveau des parlementaires, nous on essaye de faire de l'interpellation de parlementaires et il y en a quelques-uns qui se saisissent des sujets. Hein. Il y a eu une proposition de loi qui va être rejetée, hein, récemment sur l'interdiction du plaquage ventral, mais ça reste quand même une minorité qui s'intéresse et qui considère que ce problème est essentiel. Or, ce problème est essentiel pour la protection des libertés publiques. Effectivement, pour la protection de la liberté de circuler partout en France, pour la protection du droit de manifester, de la liberté d'expression, pour aussi la protection, garantir l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Toutes ces violations des droits humains ont lieu quotidiennement en France par le fait d'agents responsables de l'application des lois, quasi quotidiennement. Et donc c'est extrêmement grave et c'est très préoccupant que aussi peu d'acteurs aujourd'hui soient mobilisés sur ces sujets-là et qu'on n'arrive pas à avoir un rapport de force pour faire poids par rapport au ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui n'a aucun mal à ignorer Amnesty International, ce qui est très frustrant au quotidien. Donc voilà, effectivement, il faudrait mobiliser plus, on cherche des solutions, on ne va pas se mentir, on ne les a pas, on essaye de faire une convergence des luttes et de rameuter plus de monde sur ces enjeux qui sont absolument essentiels. On est dans une période un peu particulière où on a perdu beaucoup de libertés publiques, très rapidement, où le rôle de la police s'est accru, hein, c'est-à-dire que depuis le début du confinement, il y a eu 19 millions de contrôles de police, il me semble. Donc voilà, la police est partout, la police agit pour notre santé publique maintenant, et pourtant on parle d'une police qui commet des violations des droits humains quasiment quotidiennement, et on lui donne de plus en plus de pouvoir. Donc il serait vraiment temps de se mobiliser sur ce sujet, de questionner l'institution, de questionner le rôle qu'on lui donne, parce qu'on va finir par se retrouver assez piégé. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci. Avant peut-être de vous laisser conclure, Fatima Ouassa, qui avait Aurélie qui avait levé la main depuis tout à l'heure et on n'a pas donné la parole. Ça ne vous dérange pas? Oui, merci, bonsoir. C'était simplement pour rebondir, parce qu'on a un petit peu parlé de la justice, du rôle de la justice. C'était peut-être pour nuancer le rôle de la justice sur cette problématique, et peut-être pour rappeler aussi la manière dont la justice fonctionne, c'est-à-dire que les poursuites, en premier lieu, elles vont être déclenchées par le parquet. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure avec le problème du classement sans suite, le problème des plaintes aussi qui vont pouvoir être déposées. C'est vrai qu'effectivement, la plupart des victimes vont hésiter à porter plainte, mais quand elles le font, si le parquet décide de classer sans suite, il faut savoir déjà qu'il y a une possibilité pour cette victime, c'est de se constituer, de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour demander l'ouverture d'une information judiciaire. Et en fait, je voulais réagir sur le fait qu'une information judiciaire, ça permet justement d'avoir une enquête indépendante, menée par un magistrat indépendant. C'est une enquête qui est contradictoire où chacune des parties peut faire des demandes d'actes et c'est un processus qui est assez long et qui est complexe. Et peut-être le problème structurel qui peut se poser par rapport au parcours du combattant des victimes qui a pu être évoqué ce soir,
c'est aussi un problème tout simplement de moyens de la justice et de la police. C'est-à-dire que quand des informations judiciaires vont être menées, ça prend des mois, voire des années, ça c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que les cabinets d'instruction actuellement sont surchargés, les services d'enquête sont surchargés. La police judiciaire qui est chargée de mener les enquêtes va être mobilisée pour faire du maintien de l'ordre. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et au final, les experts aussi sont surchargés. Donc on a une justice qui est lente, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, les moyens qui sont attribués par l'État à la justice ne sont pas suffisants. Donc en fait, c'était un petit peu pour recentrer le débat et pour prendre conscience que la justice ne se désintéresse pas du problème en fait. Voilà, c'est simplement qu'il y a également des difficultés et aussi la nécessité de mener une procédure qui soit encore une fois contradictoire. Voilà, merci. Merci. Un mot sur la justice. Oui, allez-y Anne-Sophie, s'il vous plaît. Ouais, il y a quand même un point qu'on n'a pas du tout soulevé, mais qui est quand même, qui pose une difficulté structurelle, c'est-à-dire que les magistrats travaillent au quotidien avec des policiers, puisque les crimes, les délits sont rapportés par des policiers, et donc les magistrats, au quotidien, sont amenés à croire la parole de la police. Quand il y a un vol, quand il y a un crime, c'est la police qui ramène les preuves, qui enquête, et ça rend très compliqué pour un magistrat d'incriminer un membre d'une institution avec lequel il travaille en permanence. Et dans la mise en place d'un système d'enquête indépendant sur les questions de la police, il faut se poser cette question et avoir donc des enquêteurs qui sont externes à ce système-là et trouver un moyen, donc par exemple la délocalisation des affaires, au moins le fait qu'elles puissent être jugées dans un tribunal qui n'est pas lié au commissariat où ça a été commis, peut aider à ça, si tant est qu'on aide les familles aussi à avoir accès à ce tribunal. Mais il y a vraiment un problème structurel sur la collaboration police-justice qui fait que la mise en cause judiciaire de la police est plus compliquée. Merci. On va peut-être laisser la parole au téléphone qui ne peuvent pas se démuter tout seuls, je crois. Donc, si les personnes au téléphone veulent prendre la parole, je crois que Sophie est en train de vous ouvrir les micros. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Bonjour. 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 Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais vous poser une question, essayer un petit peu d'exprimer ce que je ressens en une minute. Areski, je suis de Pontoise du 95, donc j'arrive tranquillement vers 50 ans. Quand j'étais jeune, j'ai vécu malheureusement, on va dire, l'assassinat de Malik Oussekine. Je me rappelle encore, c'est dans la nuit du 5 et 6 décembre 86. Les trois CRS voltigeurs à l'époque, ils étaient en moto, donc ils l'ont massacré à l'époque, ce qu'on appelait avec un bidule, c'était une grande matraque en bois. Donc je me rappelle encore parce que ça peut être moi et en l'occurrence, je suis aussi d'origine algérienne. Donc les violences policières ne datent pas d'aujourd'hui. Ma question c'est la suivante. Est-ce que l'État français ne peut pas légiférer pour que chaque contrôle d'identité puisse être filmé? Parce qu'il faut savoir que je subis encore pas mal de discrimination. Et souvent, pour parler crûment, dès qu'il y a un contrôle de police, c'est toujours pour moi parce que je suis issu de l'immigration, je suis encore maghrébin et typé. Voilà. Donc, étant donné qu'on était, entre guillemets, au pouvoir, pourquoi on n'a pas instauré les contrôles avec une vidéo pour éviter des dérives? Merci. Merci. Fatima, est-ce que l'une de vous veut répondre à... Oui, alors, quand même, pardon, je suis obligée quand même de réagir juste avant de répondre à monsieur, à la personne qui est intervenue tout à l'heure, qui disait en fait qu'elle voulait relativiser en fait le rôle de la justice dans ces affaires de violences policières et de crimes policiers. Alors moi je veux bien qu'on relativise, mais quand même effectivement je suis d'accord avec vous Anne-Sophie sur le fait qu'effectivement il y a une complicité. Alors juste pour illustrer un petit peu l'affaire dont je parlais tout à l'heure, Marie-Reine à Agen, effectivement la procureure de la République a classé l'affaire sans suite parce qu'effectivement vous avez raison Anne-Sophie, elle travaille avec la police, donc quelque part elle couvre les gens avec lesquels elle travaille, etc. Et il y avait eu une demande à l'époque de dépaysement de l'affaire pour que l'affaire soit jugée
à Toulouse. Effectivement, la plupart des collectifs de soutien aux familles de victimes souvent demandent des dépaysement de l'affaire. Bon, ils obtiennent malheureusement très rarement ça. Donc il y a effectivement structurellement même une complicité, une collaboration en fait de fait. Là où je voulais quand même revenir sur cette volonté de relativiser quand même, et notamment avec cet argument de dire oui, mais la justice n'a pas beaucoup de moyens et donc ce serait un problème de moyens. En fait, la justice n'aurait pas le moyen de traiter correctement et équitablement les affaires. Non. Alors comment expliquer la durée des affaires policières avec des expertises qui vous expliquent par exemple que si Adama Traoré est mort, c'est parce qu'il avait bu de l'alcool au départ, parce qu'il était drogué, ensuite parce qu'il avait fait une crise cardiaque, ensuite un nouveau rapport pour expliquer que s'il est mort, c'est parce qu'il a couru 400 mètres, ensuite un nouveau rapport pour vous expliquer que c'est parce qu'il avait telle maladie rare ou telle autre, etc. Enfin, je veux dire, là c'est pas des problèmes de moyens. Là, on voit bien qu'il y a un travail qui est fait. Donc, il y a des moyens qui sont mis en œuvre, il y a des experts qui sont missionnés, il y a un travail qui est fait pour décrédibiliser la famille, pour disqualifier la famille et pour responsabiliser en fait la victime par rapport à ce qui lui est arrivé, par rapport au fait que Adama Traoré en l'occurrence soit mort. Et je pourrais donner comme ça d'autres exemples, par exemple Wissam El Yamni il y a quelques années, voilà, qui a subi la même chose et encore aujourd'hui, voilà, ça traîne d'expertise en expertise où on vous explique qu'il n'y a pas eu de violence policière. Donc voilà, donc je veux bien qu'on relativise un petit peu, mais je pense que ce qu'il faut surtout, c'est pointer du doigt la responsabilité de l'appareil judiciaire dans sa complicité avec l'appareil policier et dire que tout ça est un même système, donc police, justice, prison. Et d'ailleurs, pour ajouter encore un dernier mot, en complicité de plus en plus, je trouve, avec l'institution scolaire, puisque on avait, lors de la répression policière en décembre 2018, qui a visé le mouvement lycéen, on a notamment à Ivry-sur-Seine 4 adolescents, 4 lycéens qui ont été attrapés par la police, gardés à vue pour un tag soi-disant, hein, parce que c'était pas sûr, c'était un soupçon de tag Macron démission. Voilà, donc il y avait une complicité police-justice. Et c'est la chef d'établissement, la proviseure du lycée, qui a porté plainte contre ses élèves alors que le tag avait été fait à l'extérieur de l'établissement. Donc on a bien une complicité également de l'institution scolaire avec l'institution policière et judiciaire. Donc voilà, donc pour dire que tout ça est quand même de l'ordre du système et qu'au-delà de la question des moyens, qui est une vraie question, il y a quand même une question de fond qui est politique, qui est même idéologique. Oui, sur la question de tracer en réalité, finalement, les contrôles de police, c'était une idée alors je crois qu'il avait été évoqué sous Hollande, avec ces fameux récépissés là, voilà. Bon, moi je pense que déjà, si encore une fois j'insiste, mais si on punissait les crimes policiers, les violences policières, à partir du moment où il y a quand même des dossiers où il y a énormément de preuves, enfin, parfois c'est, voilà, par exemple dans l'affaire Théo, bon, il y a eu viol, enfin, ça a été filmé, etc. Enfin, je veux dire, voilà. Si on punissait déjà les policiers, il n'y aurait plus de violence policière, j'insiste. C'est-à-dire que si les policiers savent qu'ils risquent 5, 10, 15, 20 ans de prison ferme parce qu'ils ont tué un jeune, parce qu'ils ont violé un jeune, etc., bon, les policiers en question réfléchiront à 2 fois avant d'agir ainsi. Donc vraiment, moi j'insiste là-dessus pour dire en fait aux personnes qui nous regardent et puis aux organisations politiques de manière générale, il faut soutenir les combats des familles de victimes, les combats des collectifs de lutte contre les violences policières lorsqu'elles demandent vérité et justice. Il faut les soutenir pour qu'il y ait condamnation, c'est très important. Chaque condamnation peut peser en fait dans le rapport de force politique dont vous parliez, Anne-Sophie, pour en fait faire que voilà, il y ait de moins en moins d'impunité policière et qu'on arrive enfin à poser le débat en ces termes. Voilà. Et je finis, vraiment, c'est le dernier mot. Pour moi, tout à l'heure, vous disiez, voilà, c'est quand même perturbant, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, Anne-Sophie, pour dire, mais c'est quand même inquiétant de voir qu'il y a si peu de mobilisation. Moi, je vais aller plus loin. Moi, je trouve que c'est honteux. C'est honteux qu'il y ait si peu de mobilisation. Et je le dis, on vit dans un pays où lorsqu'on tue un jeune homme parce qu'il est noir et arabe, parfois un adolescent, un enfant en fait, lorsqu'on le tue, en fait, il y a une indifférence. Alors, je ne dis pas qu'on vit que c'est de l'ordre du racisme, c'est parce que les gens sont racistes et ils s'en foutent qu'un enfant ait été tué, mais pour le moment, on peut parler d'indifférence, mais ça, c'est une honte. C'est une honte nationale, en fait, que lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un seul, on parle de 12 jeunes hommes noirs et arabes tués chaque année, une douzaine. Voilà, un seul, c'est déjà un de trop. Il devrait y avoir une mobilisation nationale massive, en fait, pour le dénoncer, comme à l'époque pour Malik Oussekine. Et il n'y a pas.
Donc ça, moi, je commencerai par dire déjà, c'est une honte. C'est une honte. Ensuite, et je finis par ça, pour moi, la clé, donc, et on a parlé de convergence des luttes, mais la clé, c'est la mobilisation dans les quartiers populaires, la mobilisation politique des quartiers populaires. C'est-à-dire, et notamment, moi, je m'adresse aux parents, aux mères de famille, voilà, il faut qu'on protège nos enfants. Il faut qu'on aille au front pour protéger nos enfants. Il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes, là où nous vivons, sur le territoire. Parce que la police, c'est pas dans les nuées, c'est pas de manière théorique. C'est sur les territoires, c'est dans les quartiers populaires qu'elle agit. Il faut qu'on se mobilise sur les territoires, qu'on y gagne du pouvoir. Moi, je le dis souvent, même pour organiser des pique-niques végétariens dans le quartier, c'est lutter contre la violence policière. Parce que ça nous permet de reconquérir nos territoires. Voilà, les territoires qu'on appelle les territoires perdus de la République et que l'État appelle territoires de reconquête républicaine avec un discours comme ça guerrier. Il faut que nous, on se mette dans la tête qu'il faut qu'on les reconquiert collectivement, qu'on y fasse de la politique, qu'on aille dans l'agora, qu'on aille dans l'espace public, dans l'espace commun pour y faire de la politique. Pour moi, c'est comme ça réellement qu'on luttera contre les violences policières. Après, la convergence des luttes, évidemment, elle est importante. Le fait que les organisations politiques se mettent autour de la table, notamment les organisations de gauche, c'est important. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est ça. Merci beaucoup. On va conclure. On voulait laisser une dernière phrase de conclusion. Et Fatima Ouassak, en plus vous êtes dans vos différentes luttes, vous êtes écologiste. Je me souviens de la santé sur la question du prix des médicaments. Je ne me souviens pas de la question des masques, c'est un produit assez facile à produire. Donc le niveau du stockage est décidé unilatéralement, il ne fait pas l'objet. Toi, là. Je suis désolée. Merci. Les prix des médicaments, il faut en parler aussi. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat. Mais en tout cas, Fatima Ouassak, vous êtes écologiste. Vous avez participé récemment au livre L'écologie du XXIe siècle. Vous êtes féministe. Vous militez contre les discriminations et pour la justice sociale. Aujourd'hui, on a échangé ensemble sur les libertés individuelles et contre les violences policières. Chez Place Publique, on est attaché à la transversalité entre l'urgence sociale, écologique, démocratique et féministe. On prône le fait que c'est le même système que nous combattons pour sa brutalité à l'encontre de la planète et du vivant. Et c'est le même système qui brutalise les pauvres, les femmes, les homosexuels, les minorités religieuses et raciales. Et vous avez commencé un peu à en parler et on voudrait peut-être que vous puissiez conclure sur ça. On voulait vous demander comment mener cette convergence des luttes que vous appelez et comment convaincre les citoyennes et les citoyens de sortir de leur carcan respectif et d'emmener tout le monde vers une lutte générale, vers cet ennemi systémique en commun. Oui, parce qu'effectivement, en fait, moi j'aimerais qu'on sorte de cette catégorisation en fait des luttes et des objectifs des luttes et que on se rappelle en fait pourquoi on lutte. Voilà. Moi, je vais vous dire pourquoi je lutte. Moi, je lutte pour un monde plus juste, plus égalitaire et plus respirable. Voilà. Et moi, ce que je demande aux gens avec lesquels je converge, avec lesquels je m'allie, c'est est-ce qu'on est bien d'accord sur les objectifs? Est-ce qu'on est bien d'accord sur les valeurs qu'on défend, sur les principes qu'on défend? Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on se bat pour l'égalité, pour la justice, pour le respect de la dignité humaine, pour le respect du vivant, etc. Donc, je pense qu'il faut revenir déjà à ça, effectivement. Est-ce qu'on est bien d'accord sur des objectifs communs, sur du commun, en fait, en termes de valeurs, etc. et en termes de respect de la dignité humaine, au-delà voilà, des catégories de population par rapport auxquelles on peut se situer. Effectivement, moi, je pense qu'il faut sortir dans des luttes presque disciplinaires. En fait, on a l'impression parfois que c'est des services municipaux. En fait. Alors, il y a le service écologie, le service féminisme, le service antiracisme, etc. Non, si on repart sur ces objectifs communs, donc de défense des libertés fondamentales, défense de l'égalité, etc., on est effectivement sur des luttes communes où on va mobiliser. Moi, c'est ce que je fais. Alors, des fois, du coup, ça me fait prendre plusieurs casquettes, mais en fait, considérer qu'on a à disposition des outils de libération, donc l'outil écologiste, l'outil féministe, l'outil antiraciste, l'outil anticapitaliste, ce sont des outils de libération qui ont le même, pour moi, qui ont le même but, c'est encore une fois la défense de la légalité, liberté et respect de la dignité humaine, respect du vivant. Et je pense que si on considère que l'écologie, c'est pas sacré en fait, c'est pas l'écologie pour l'écologie, mais c'est un outil de libération, le féminisme de la même manière, l'antiracisme, etc. Et donc si on les mobilise comme outils de libération et qu'on les combine, ces outils de libération, on peut réussir à travailler ensemble. C'est une autre manière de travailler. Moi, au sein du Front de
mer avec mes camarades, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on essaie vraiment d'être sur des segments différents. On essaie d'inventer en fait une nouvelle manière de lutter. Alors, entrer sur les territoires, ça c'est très très important pour moi. C'est vraiment revenir au territoire, revenir à du dur en fait, et pas rester uniquement, même si c'est important, uniquement dans des espaces parisiens, déterritorialisés, des espaces numériques, etc. Pour moi, il faut vraiment travailler dans le quartier, quoi. Il faut avoir un pied dans le quartier. Donc, mais sur ces territoires, essayer de travailler avec les uns et les autres, avec à chaque fois, enfin, je le répète une dernière fois, mais avec à chaque fois ces valeurs communes et autour desquelles on devrait tous et toutes se rassembler, défense des libertés fondamentales, de l'égalité, et puis respect de la dignité humaine et respect du vivant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et tous. Merci à Fatima Wassak, merci à Anne-Sophie Saint-Père et merci à Henri Leclerc qui a dû partir un peu plus tôt.